Mes chers amis, bonsoir. Nous recevons Catherine Maire, qui a publié, voici quelques mois, un livre très important et que j'ai présenté aux lecteurs de Royalistes, L'Église dans l'État, politique et religion dans la France des Lumières. Et pour comprendre ce livre, il faut aussi avoir lu un autre livre très important de Catherine Maire, publié voici une vingtaine d'années, De la cause de Dieu à la cause de la nation. Et c'est un livre qui est consacré au jansénisme dont nous allons sans doute assez longuement parler ce soir. Alors, la réunion va se passer sous forme d'un entretien que je vais avoir avec Catherine Maire. Et ensuite, vous pourrez naturellement me succéder, lui poser des questions et prolonger le débat. Donc, je vais commencer, madame, par une question simple, relativement simple, en fait très très compliquée, qui est celle du gallicanisme. Et plus exactement des gallicanismes, puisque nous savons qu'en France, il y a eu un gallicanisme ecclésiastique, un gallicanisme politique et un gallicanisme parlementaire, et que ces trois gallicanismes procèdent d'une très longue histoire qui est celle des rapports entre la monarchie capétienne et l'Église romaine, histoire qui commence avec l'attentat contre le pape en 1303, puis qui se prolonge par une pragmatique sanction, par le concordat de Bologne de 1516, et c'est ainsi que peu à peu apparaît ce qu'on appelle le gallicanisme, et qui va poser justement beaucoup de problèmes au siècle des Lumières et même un petit peu avant. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en est du gallicanisme? Oui, alors ça, c'est vraiment la question piège, parce que bon, vous avez, disons, donné la définition habituelle qui vise à décomposer le gallicanisme en plusieurs gallicanismes. Généralement, ça finit mal quand on continue dans cette voie, parce que le professeur Delumeau, pour l'Encyclopédie Universalis, avait fini par avouer qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu irrationnel dans tout ça. Donc, voilà. Premier problème, c'est qu'on ne peut pas parler de gallicanisme à l'époque des Lumières, et encore moins avant, parce que le néologisme est forgé après la Révolution et prend donc une toute autre signification, d'ailleurs beaucoup plus politique, qu'à l'époque où on parle de liberté de l'Église gallicane. Donc, alors mon problème, ça a été d'essayer de trouver disons, non pas une définition, mais une manière de prendre le problème qui puisse éviter d'utiliser le néologisme qui recouvre des tas de problèmes différents, comme vous l'avez bien souligné, et qui me permettent aussi de trouver encore, disons, ce qu'est vraiment l'idéal gallican, s'il y en a un. Donc, à mon avis, il y en avait un, donc il fallait le définir. Alors, le titre de mon livre est important, c'est l'Église dans l'État, parce que justement, ce ne sont pas l'Église et l'État, comme on dit certains critiques, c'est le moment où le gallicanisme, puisqu'on est obligé d'utiliser ce terme, eh bien, prend sa forme moderne, différente de ce qui s'est passé par le passé, comme vous l'avez donc défini tout à l'heure. Et à mon sens, le gallicanisme change de forme au cours de l'histoire. Bon, je vais pas pouvoir le faire parce que c'est pas l'objet de mon livre, donc je vais pas remonter jusqu'à Philippe le Bel. Mais disons que le gallicanisme, au sens moderne, prend sa forme originale, que je vais essayer de décrire, au sortir des guerres de religion.
Et puis, l'Église va se rallier à cet idéal de l'Église dans l'État. Cet idéal qui vise, pour l'Église, va reconnaître la souveraineté absolue du monarque. Et on va aboutir à la victoire, disons, du gallicanisme en 1682, au moment où tout le monde va se rallier, avec la déclaration des 4 articles rédigés par Bossuet, qui entérine en quelque sorte le ralliement de tout le monde donc à cette doctrine de l'Église qui reconnaît, le clergé reconnaît la souveraineté absolue du monarque. Donc tout le monde devient gallican. Alors on aurait pu penser que il n'y aurait plus de conflit, puisque tout le monde reconnaissait la souveraineté du monarque dans les affaires temporelles. Eh bien non. Au lieu de ça, ce nouvel espace gallican va générer toute une série de nouvelles tensions. Justement mais tout à fait cette fois interne à la monarchie et plus du tout entre Rome et la France. Donc la nouveauté, à partir de 1682, c'est qu'on va avoir toute une série de conflits internes à la monarchie française, sur toute une série de sujets qui vont opposer la juridiction de l'Église et la juridiction de l'État. Parce que, évidemment, quand l'Église est dans l'État, eh bien, c'est une situation assez inconfortable parce que, comme elle est dans l'État et qu'elle essaye en même temps de définir sa juridiction, ça peut en faire un corps étranger dans l'État. Donc, et c'est ce qui va arriver. Donc, autre élément important, disons, qu'il faut mentionner, c'est que la sortie des guerres de religion s'accompagne par un échec de conciliation religieuse, comme on le sait, donc le colloque de Poissy échoue, mais les historiens ont beaucoup sous-estimé une autre victoire institutionnelle, celle-là, qui est l'invention d'une nouvelle institution monarchique, tout à fait propre à la France, qui est l'Assemblée du clergé, à l'origine pour, disons, permettre au clergé de définir ses impôts, enfin, d'accorder librement le don gratuit, comme on disait, donc ses privilèges, enfin, donner librement sa part fiscale à l'État, mais également une institution qui va comporter une dimension plus théologique et plus spirituelle et qui transforme un peu cette assemblée du clergé en une sorte d'inquisition française. Donc, cette institution va beaucoup lutter contre le jansénisme. Voilà. Donc, voilà, je dirais donc que j'ai essayé de montrer cette nouvelle forme interne à la monarchie qui va opposer la juridiction de l'Église et de l'État et qui va générer une multitude de discussions publiques. Parce que la nouveauté, c'est que tout est discuté publiquement. La politique ne se passe plus dans le secret de l'État, en coulisses, mais on va assister à une multitude de polémiques sur des sujets qui opposent l'Église et l'État. Donc, évidemment, en premier lieu, il y a cette fameuse bulle Unigenitus, qui est la tentative de mettre un terme à cette querelle janséniste qui dure depuis plus d'un siècle. Et le roi essaye de lui donner un caractère d'État, donc de faire, pour la première fois dans l'histoire de France, qu'une constitution romaine devienne une constitution politique, donc une loi de l'Église et de l'État, comme il le dit en 1730. Évidemment, au lieu de calmer les choses, ça déclenche une nouvelle
querelle, celle-là beaucoup plus politique, entre les évêques et les parlements. Donc, et là, une discussion, mais qui couvre absolument tout le siècle et dont j'avais parlé donc précédemment dans mon livre sur le jansénisme, mais que j'ai repris ici sous l'angle politique de cette discussion gallicane qui va opposer les évêques et les parlements qui vont défendre donc les fidèles ennuyés par des évêques ou des curés trop zélés. Là, justement, si je peux me permettre, oui. La querelle janséniste, qui est une querelle strictement théologique au départ, est également une querelle, une question politique pour l'État, dans la mesure où, comme vous le dites, avant Louis XIV, déjà Richelieu et Mazarin ont eu à se préoccuper de la question janséniste pour des raisons politiques, en raison de prises de position faites par les jansénismes sur des questions de politique extérieure. Oui, alors la querelle janséniste, elle est extrêmement compliquée parce que en fait, c'est une querelle pour savoir s'il y a une querelle au départ. Hein. Donc la question théologique est loin d'être évidente parce que le pape n'a jamais défini clairement l'hérésie janséniste. Les jansénistes, selon lui, ont contrevenu à l'interdiction de parler des affaires de auxiliis gratiae. Mais il n'a jamais défini positivement l'hérésie janséniste. Ce qui fait qu'on aboutit avec la condamnation au XVIIIe du successeur de tous les grands théologiens jansénistes, Quesnel, Pasquier-Quesnel, avec une bulle en 103 propositions qui sont définies en général et qui n'arrivent pas non plus à définir réellement ce qu'est l'hérésie janséniste et qui la définit d'une manière presque amusante dans le préambule, puisque c'est un venin tellement caché, hein, qu'il est tellement caché qu'il est encore plus diabolique. Donc, rien n'est jamais défini. Donc, si vous voulez, le caractère théologique, en fait, il a déjà été discuté auparavant dans les querelles de auxiliis gratiae entre les dominicains espagnols et les jésuites. Et puis, derrière, évidemment, il y a toujours le fantôme du calvinisme, puisque janséniste, c'est la doctrine de Jansénius, évidemment, calviniste, Calvin, etc. Donc, il y a dans la définition qu'on donne les jésuites, qui créent le terme janséniste en 1649, il y a évidemment Calvin qui est pas très loin. Donc, on a une espèce de succession de querelles, mais sans que jamais l'hérésie en tant que telle soit clairement désignée, théologiquement justement. Donc, l'affaire est politique déjà au départ, même pour Richelieu, puisqu'il arrête Saint-Cyran. Oui. Parce que ce dernier, qu'on n'appelle pas janséniste à l'époque, du reste, est une menace par rapport à sa politique d'alliance avec les protestants. Oui. Donc, ça, c'est une question que M. Ménard m'avait posée en son temps, donc Jean Ménard, président de la Société des Amis de Port-Royal. Je ne suis pas certaine que la querelle janséniste soit théologique au départ, en fait. J'en suis pas certaine. Donc, elle devient de plus en plus politique, et évidemment, au XVIIe et encore plus au XVIIIe, elle est alors totalement politisée, et même à un point que ce n'est plus le politique, mais la politique, c'est-à-dire la discussion publique qui prend le dessus sur ces questions jansénistes de la bulle Unigenitus, puis la suite, les refus de sacrement, puisque la querelle dure
durant tout le siècle. Mais alors, le parti janséniste, il se constitue comment? Parce qu'en fait, même ce qu'on pourrait appeler ces bases sont très complexes, en fait. Son attitude à l'égard de l'État royal, d'une part, et de la papauté, d'autre part, est assez complexe. Ben, c'est-à-dire que le parti, il y a le parti janséniste, autour de Port-Royal, dirons-nous, les port-royalistes, comme on dit au XVIIe siècle, ils sont pratiquement morts à la fin du siècle, à la fin du grand siècle, après la destruction de Port-Royal. C'est un tout petit réseau de rien du tout, qui, s'il n'y avait pas eu la bulle unigenitus, ça c'est mon hypothèse de travail, Oui. ce serait tout à fait, disons, adapté au siècle, d'autant plus que son principal théoricien, Jacques-Joseph Duguay, avait déjà commencé à mettre beaucoup d'eau dans son vin et avait à adoucir complètement disons, la sévérité théologique de la doctrine, donc dans plusieurs livres. Mais disons que là, ça c'est la grande question de savoir pourquoi Louis XIV a exigé du pape une bulle contre un théologien jansénisant de l'oratoire, le père Passy-Quesnel, qui, encore plus bizarre, était devenu gallican, parce que les jansénistes qui étaient pour le pape sont devenus gallicans comme tous les ecclésiastiques. Comme je vous l'ai expliqué, à partir de 1682, tout le monde est gallican et pour le roi. Donc ce qui est quand même assez bizarre, que Louis XIV ait trouvé et jugé utile de demander une bulle contre un groupe qui était vraiment moribond, hein, ressuscitant un père spirituel qui ne l'était pas forcément, qui est ce Pasquier-Quesnel. Et à partir de là, si vous voulez, il y a un groupe qui va se reconstituer. Mais est-ce qu'il y a une vraie filiation entre ce groupe qui va se reconstituer, qu'on va appeler les jansénistes, et les port-royalistes? La question est loin d'être évidente, parce qu'ils changent pratiquement sur beaucoup de points, hein, si on regarde ça doctrinalement. Et puis, c'est plus les mêmes personnes. Il n'y a plus Port-Royal, il n'y a pas de filiation. Mais le problème de ce groupe, ça va être de se rallier à un idéal qu'ils vont reconstruire. Et d'ailleurs, sauver les archives, les publier, etc. Et écrire jusqu'à écrire l'histoire, publier des archives, puis écrire l'histoire, etc. Et donc, c'est en quelque sorte un jansénisme au second degré, si vous voulez, qui se construit à la fois dans la mémoire de Port-Royal, mais dans la mémoire est déjà signe de rupture, si vous voulez, et avec le nouveau flambeau de la lutte contre la bulle unigenitus. Donc, ces gens vont fonctionner avec effectivement un système assez compliqué, disons, de cercle. Il y a le premier cercle du séminaire de Saint-Magloire, où prend naissance l'idée d'organiser une résistance, mettant sur pied des imprimeries clandestines, récoltant des fonds, hein, la boîte à Perrette, pour payer les imprimeurs clandestins, qui d'ailleurs n'ont jamais trahi personne, puisqu'ils étaient bien payés. Et ensuite, pour faire tout ce qu'il faut pour travailler clandestinement, inventant presque le travail clandestin politique, hein, avec des systèmes assez compliqués pour distribuer leurs brochures, etc. Et alors, donc, il y a eu des cercles concentriques qui, au fur et à mesure de l'évolution de la querelle, de la distribution de leur libelle, des gens vont venir s'agréger comme un second cercle, un troisième cercle, etc. Surtout des laïcs. Donc,
À la base, ce sont des théologiens de Saint-Magloire, et puis il va y avoir tout le réseau des laïcs, surtout au moment des convulsionnaires, qui sont des mauvais élèves, si j'ose dire, des gens qui ont été abreuvés par cette littérature et qui en ont compris, ce qui ont bien voulu en comprendre, hein, de cette littérature figuriste, comme on disait, et qui se sont sentis autorisés à parler, à tenir des discours, etc., à se considérer comme des martyrs, mais il y avait des éléments de cette littérature figuriste qui accompagne donc la mise en place du parti janséniste. Le figurisme, c'est une théologie de l'histoire qui vise à lire les événements contemporains à l'aide des figures de la Bible. Alors, ils ont été dépassés par leurs disciples, souvent d'origine populaire, qui se sont mis eux aussi à tenir des discours contre la bulle, à faire des cérémonies figuristes, etc., à se considérer comme des figures de la Bible, jusqu'à se clouer sur la croix, etc., voulant absolument prouver, parce qu'on est déjà au siècle des Lumières, hein, la main de Dieu qui sur leur corps, et il y a tout l'épisode des guérisons miraculeuses, puis des guérisons, puis des cérémonies, disons, figuristes, etc. Bon, le livre est consacré à l'épisode des convulsionnaires. Alors, si vous voulez, oui, le parti janséniste, alors puis en plus, donc, avec les convulsionnaires, il y a la politisation de la querelle et l'intervention des magistrats et des avocats qui entrent dans le réseau, qui vont devenir des figures extrêmement importantes, et qui sont, ma foi, jansénistes, mais en quel sens, hein? Certainement pas au sens théologique. Alors, il y a des convulsionnaires, comme le célèbre avocat Louis-Adrien Lepage, qui est donc l'éminence grise de l'opposition parlementaire, qui est un modeste avocat, mais qui entre au service du prince de Conti, qui entend jouer un rôle auprès de son cousin, et qui écrit pratiquement tous les traités d'opposition à la monarchie, enfin une opposition toute relative, puisque il se considère en fait comme plus royaliste que le roi, roi qui lui est selon eux totalement abusé par les jésuites. Donc ils prétendent être plus royalistes en fait que le monarque lui-même et être les garants des lois fondamentales, des lois du royaume, contre un monarque qui est, ma foi, assez faible et soumis aux jésuites. Voilà. Donc, on voit que vraiment le parti janséniste est composé de plusieurs cercles qui communiquent entre eux, il est vrai, et qui est quand même un parti assez structuré puisqu'il a toujours ce noyau de gens qui gardent les cordons de la bourse, hein, quand même, et qui organisent des refuges à Utrecht, enfin et puis surtout qui publient un quotidien, enfin non pas un quotidien, pardon, un hebdomadaire, les Nouvelles Ecclésiastiques, qui est un hebdomadaire pour l'époque à grande diffusion. Et qui va durer d'ailleurs jusqu'en 1803, et qui est une mine pour les historiens. Alors, par rapport à ce parti janséniste, vous montrez que Louis XIV a eu en fait trois politiques. La première, c'est en 1664-1665, c'est une politique d'équilibre entre le parti janséniste et le parti des Vaux. La deuxième, que vous datez en 1679-1680, c'est une politique qui est résolument gallicane et qui vise les jansénistes qui se sont rapprochés de Rome à cause de l'affaire de la Régale, qui est une affaire compliquée que vous allez certainement nous expliquer. Et puis il y a une troisième politique de Louis XIV
à partir de 1693, qui est celle de l'abandon du gallicanisme, et avec un roi de France qui se rapproche de Rome et qui s'acharne à nouveau contre les jansénistes, comme vous l'avez déjà expliqué. Donc, il y a une continuité dans l'acharnement anti-janséniste de Louis XIV tout au long de son règne, et il y a, pour bien taper sur les jansénistes, il y a 3 politiques qui sont complètement opposées les unes aux autres, du moins les 2 dernières. Oui, alors là, si j'ai bien compris. Oui, oui, alors vous avez tiré le sujet d'un nouveau livre, hein, donc il faudrait l'écrire. Je dois dire que moi, je n'avais pas réfléchi complètement à cette manière de voir les choses. C'est vrai qu'on pourrait vraiment, il faudrait d'ailleurs écrire la politique gallicane de Louis XIV, parce que c'est vrai que elle est difficile à. Enfin, moi, je veux dire, là, je suis pas tout à fait compétente pour répondre, puisque même pour moi, si vous voulez, le fait que Louis XIV ait demandé cette bulle contre un parti qui était moribond à l'époque est pour moi pas du tout évident à expliquer. Est-ce qu'il a été, il a eu un très mauvais souvenir de la Fronde, où il y avait effectivement des jansénistes dedans. Alors, dire Mais que... vous dites que, en fait, les jansénistes ont reconstitué une mémoire du jansénisme. C'était plus les mêmes gens, et ils ont reconstitué une mémoire à partir de laquelle ils ont fondé leur parti, et que Louis XIV, lui, a continué à combattre les jansénistes comme si c'était les port-royalistes. Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Donc c'est une affaire complètement embrouillée, puisque on ne sait pas très bien ce que c'est que la théologie janséniste. On voit un parti se constituer, un groupe à Port-Royal se constituer, être dissous, un parti se constituer dans la mémoire plus ou moins fictive de ce groupe, et Louis XIV poursuivre toujours Port-Royal, alors que c'est tout à fait autre chose à quoi il a affaire. Oui, tout à fait. Et Mazarin et Richelieu aussi poursuivaient les jansénistes pour des raisons qui étaient encore différentes, de contestation de leur politique étrangère. Ça, on le comprend. Alors que là, nous avons des conflits sur la mémoire qui sont complètement embrouillés, mais finalement une opposition très nette au roi. Oui, mais disons que l'incompréhensible pour moi, enfin, c'est que en attaquant, en demandant une bulle contre Quesnel, puis après, dans un deuxième temps, en faisant cette bulle, cette loi de l'Église et de l'État contre Quesnel, effectivement, Louis XIV poursuit Quesnel comme s'il était un port-royaliste anti-monarchiste, alors que Quesnel, dans ses réflexions morales sur le Nouveau Testament, est un chaud partisan de la monarchie absolue. Donc, c'est comme si, comment dire, Louis XIV demandait au pape de remettre en question le principe du droit divin. Donc, c'est là où il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair. Mais effectivement, on voit que les gens ne vivent pas dans les mêmes temporalités. Donc, il y en a qui vivent dans le souvenir de Port-Royal, il y en a qui essayent de, effectivement, refaire quelque chose de nouveau, mais à partir d'une mémoire. Et effectivement, ça crée un quiproquo qui va avoir des conséquences extrêmement longues pour le siècle des Lumières, puisque évidemment cet aspect de remise en cause du principe de droit divin va être bien remarqué par les parlements qui vont, une raison de plus pour eux d'être plus royalistes que le roi et de dire que le roi est en contradiction avec lui-même. Alors bon, alors
je veux dire, pourquoi Louis XIV a fait ça? Franchement, j'ai pas la réponse. Alors, peut-être justement qu'il n'est pas si en contradiction avec lui-même, parce qu'on pourrait défendre la thèse que il demande une bulle au pape, au pape, pardon, excusez-moi, Oui. il demande une bulle pour instrumentaliser le pape. Il a déjà tellement peu de crainte par rapport au pape qu'il se permet justement de demander une bulle parce que pour lui c'est utile sur le plan politique et qu'il n'a aucune crainte par rapport au pape. Voilà, vous voyez, on pourrait répondre de cette manière-là. Mais ça reste quand même une énigme. Hein. Pour moi, bon, faut dire qu'il a fait 2 legs catastrophiques au siècle des Lumières. Il a ouvert, disons, la boîte de Pandore. C'est demander une bulle au pape contre les jansénistes, mais aussi déclarer qu'il n'y avait plus de protestants en France, hein, parce que c'est pratiquement à 2 ans d'intervalle, hein, donc en 1713 pour la bulle, et en 1715 qui dit il n'y a plus de protestants en France, et tous ceux qui continueront dans cette religion seront considérés comme des relapses. Sauf que, évidemment, il ouvrait un énorme problème qui va être un des sujets de discussion dont je vous parlais, de discussion publique, qui est la question de l'état civil des protestants qui n'existent plus, mais qui existent. Donc, il a créé une fiction légale. Et donc, c'est parallèlement à la querelle janséniste, il y a la querelle protestante, 2 querelles qui vont être extrêmement importantes dans ces discussions sur les rapports entre l'Église et l'État tout au long du siècle. Oui, oui, effectivement, ça vous le montrez bien. En fait, Louis XIV s'est pris dans un piège dont il n'est jamais sorti, en devenant, dans la mesure où il intégrait l'Église dans l'État, il s'occupait de théologie politique. Il faisait de la politique avec la théologie et de la théologie avec la politique, et il a été amené à prononcer des exclusions au nom contre des gens qu'il considérait comme schismatiques, relapses, etc. Enfin tout cela, et avec une politique de persécution religieuse qui ne se justifiait pas, parce que je me souviens il y a très longtemps, d'un séminaire avec Rana Lévy où on parlait de la révocation de l'édit de Nantes, et l'historien qui était là disait mais les protestants qui ont été persécutés, eux aussi étaient complètement royalistes. Et certains disaient que le roi n'était certainement pas au courant de toutes les méchancetés qu'on leur faisait, parce que il n'avait jamais contesté l'autorité royale. Donc c'est un immense paradoxe. Tous ces gens sont pour l'État royal dans sa forme absolutiste, et puis en fait ils s'exposent, ils sont exposés à une répression féroce. Oui, mais si vous voulez, ça c'est un peu valable pour tout le monde, parce que il y a quelque chose de très important sous l'Ancien Régime, enfin je m'en suis aperçue, c'est l'imaginaire politique, qui n'a rien à voir avec la réalité, comme vous le dites. Les protestants, ils sont royalistes, mais malheureusement pour eux, il y a tout l'imaginaire des guerres de religion, le puritanisme, et il va y avoir cette phobie, enfin plus qu'une phobie, cette hantise de leurs réunions qui ne peuvent être que politiques, que préparatrices de rébellions, etc. Donc il y a mais cet imaginaire politique, il frappe aussi bien les protestants que les jansénistes, comme vous le dites, qui continuent d'avoir l'image des port-royalistes au XVIIIe siècle, alors qu'ils sont autre chose. Et puis les jésuites. Oui. Les jésuites qui vont également être complètement absorbés dans cet imaginaire politique, alors qu'eux aussi ont changé et se sont ralliés complètement à la monarchie absolue,
et sont prêts à faire tous les serments qu'on veut leur faire prêter d'ailleurs, mais on ne les croit pas. Donc, oui, c'est vrai que sous l'Ancien Régime, il y a quelque chose de l'ordre de l'imaginaire politique qui vient se surajouter à la politique tout court et qui oriente les débats d'une manière très forte. Parce que c'est vrai, ce que vous le dites, par rapport aux jésuites, la critique a changé. Pascal, notamment, leur reproche, en gros, leur laxisme sur le plan des morales. Et après, on leur reproche essentiellement le fait d'être le parti de l'étranger, là, les soldats du pape. Oui, ça c'est. Prétendant en plus à la monarchie universelle, donc voulant Oui, détruire les institutions françaises. oui, mais ça va encore plus loin au XVIIIe siècle parce que ils sont même plus le parti de l'étranger puisque ils sont en somme à la solde d'eux-mêmes. C'est-à-dire cette monarchie Ah oui, universelle. oui, oui. Oui, c'est qu'ils n'ont même plus de patron, hein, ni en Espagne, ni à Rome, mais ils n'œuvrent que pour la compagnie. Donc, ce qui fait très peur, c'est comme les protestants, c'est qu'ils puissent constituer un corps étranger dans l'État, une nation dans l'État extrêmement dangereuse parce que ils sont extrêmement répandus dans la société, très actifs. Et puis, ils ont une organisation qui n'est pas pour déplaire aux parlementaires qui sont absolument fascinés par leur constitution au point que on voit bien que dans le vaste séminaire de lecture qui est organisé par les magistrats au moment de l'examen des constitutions qui vont précéder donc l'expulsion de la compagnie, il y en a qui sont franchement admiratifs hein, de cette manière de représenter une nation. Il y a un côté on ne parle pas de représentation encore à l'époque, mais c'est bien ça qui leur plaît. Ils aimeraient bien faire pareil, eux qui sont en fait complètement divisés en parlement et puis qui en fait n'ont aucune possibilité de constituer jamais quelque chose comme une confédération ou une alternative à la monarchie absolue. Parce que, je veux dire, il y a la vénalité des charges. Hein, je veux dire, ils peuvent avoir des prérogatives politiques, ils ne s'en sont pas privés, mais ils ne pourront jamais constituer une alternative à la monarchie absolue. Mais ils sont très, très, très admiratifs des constitutions jésuites. Et c'est pour ça qu'ils craignent énormément les jésuites dans cette amour-haine qu'ils vont leur porter. Mais oui, ce qui ressort de tous les groupes persécutés, donc les groupes religieux, c'est la même hantise qu'ils constituent un corps étranger dans l'État, aussi bien les protestants, les jansénistes que les jésuites. Et alors, ironie de l'histoire, ça va atteindre toute la religion catholique à la Révolution française. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de montée de la peur de la puissance spirituelle qui va atteindre toute la religion catholique, qui va se retrouver dans la situation des protestants et des jésuites, en étant accusés de constituer un corps étranger dans l'État, sous la Révolution. Oui, alors vous montrez bien dans votre livre comment naissent ce qu'on appelle les Lumières. Mais alors quand on vous lit, on s'aperçoit que par rapport à la question religieuse, les hommes des Lumières sont très compliqués en fait. Ils n'ont pas du tout la même position. Voltaire, par exemple, a une position anglicane. Il voudrait une église nationale couronnée par un roi philosophe.
tout à fait. Montesquieu, c'est le parti des politiques. C'est un politique soucieux d'équilibre de façon très très classique dans la tradition française. Rousseau veut une religion civile. D'Holbach, c'est encore autre chose. Il voudrait une morale commune, mais sans l'Église. Oui, Une émancipation. Oui et non, parce qu'en Oui même et temps, non. Sans l'Église, je vais trop loin, oui. oui, parce que c'est ce que j'ai découvert. D'Holbach n'est pas du tout l'athée à mon sens, qu'on en a fait. D'ailleurs, il n'est pas considéré comme athée en Allemagne, d'ailleurs. Non, c'est l'homme de la sortie de la religion, si j'ose dire. C'est Oui, l'homme qui veut, c'est l'homme qui veut que la religion soit réduite à des dogmes très simples et qui soit au service de l'utilité sociale, mais il veut pas éliminer le clergé. Il veut, par exemple, il trouve que les curés seraient très bien comme dans l'enseignement, par exemple. Il veut les recycler. Donc, il veut pas les éliminer, à ma grande stupéfaction, mais il veut que les choses soient séparées. Donc, en fait, bon, ce qu'il faut voir et ce qui est très difficile de comprendre à l'époque, pour nous, aujourd'hui, c'est que on vit dans un régime de non-séparation. Et ouais, pourtant, on vit dans un régime de non-séparation, et pourtant, ben, il y a déjà des tensions, et puis il y a déjà l'obligation que les deux puissances s'accordent et comment, etc., définissent leurs prérogatives et tout. Donc, pour nous, c'est très difficile de comprendre, mais il n'y a pas d'horizon d'attente d'une quelconque séparation. Les gens, même les plus radicaux, n'ont même pas cet imaginaire. Alors que pour nous, c'est très difficile de maintenant, aujourd'hui, de se remettre dans cet imaginaire, de se dire, mais comment est-ce qu'on vivait dans un régime de non-séparation? Alors, c'est ça que j'ai découvert, en fait, c'est que j'ai repris la question des philosophes, que j'avais appris comme tout le monde, comme étant la lutte des Lumières, comme l'obscurantisme, etc., la lutte de la philosophie contre la religion, que en fait, si on prenait la question des rapports entre l'Église et l'État, on pouvait les relire d'une toute autre manière, et il me semblait que ça pouvait les éclairer, et surtout qu'ils avaient été totalement imprégnés par toutes ces discussions publiques que j'ai mis en lumière, qu'ils ont été imprégnés plus ou moins personnellement d'ailleurs, mais qu'ils ont tous lu ces traités, jusqu'à Rousseau, qui s'est beaucoup intéressé au problème du mariage des protestants. Et oui, lui, c'est un malin, enfin, c'est sa manière de faire, c'est qu'il va du particulier au général. Donc après, il enlève ses traces, hein. Donc il a essayé jusqu'au bout d'enlever ces fameuses notes du contrat social sur le mariage des protestants. Heureusement pour nous, il n'y est pas arrivé, parce qu'elles étaient déjà parties à l'impression. Donc, on arrive quand même à voir qu'il a été influencé par toutes ces discussions autour de la problématique du mariage civil. oui, Et que Voltaire, lui aussi, lui, il s'est impliqué personnellement dans une autre querelle, qui est la querelle des biens et immunités de l'Église, et que cela coûtait très cher, parce que, croyant faire une bonne affaire, il était allé au secours de l'avocat Bargeton, qui avait été payé par Machaut, le contrôleur général des finances, pour faire une brochure que le gouvernement a dû désavouer tellement elle était radicale. Et donc, Voltaire a dû s'exiler, et il n'est jamais revenu à Paris à cause de cette affaire. Et il a consacré un chapitre sur les libertés de l'Église gallicane dans son histoire de Louis XIV, qui finit d'ailleurs à Sans Souci, qui finit d'écrire à Sans Souci, oui. et qu'on peut lire à travers son expérience malheureuse. Il en tire
des leçons de philosophie politique sur le gallicanisme qui sont intéressantes, mais qu'il faut lire en fonction de ce qui lui est arrivé. Oui. Dans l'affaire des... Et puis, il y a le premier, en fait, les Lumières, à mon sens, elles sont lancées, bon, ça c'est une grande question, l'origine des Lumières. Bien sûr qu'elles viennent du XVIIe siècle déjà, mais il y a un auteur qui a été totalement sous-estimé aujourd'hui, alors qu'il avait joué un très très grand rôle dans tous les philosophes, pour tous les philosophes des Lumières, qui est l'abbé de Saint-Pierre. Et l'abbé de Saint-Pierre, qui est vraiment l'homme des pré-Lumières, l'homme des réformes, l'homme de tous les projets d'amélioration de la vie humaine. Faut pas se tromper, c'est un dévot, hein, c'est quelqu'un qui reste dans l'optique de concilier la vie religieuse et et la vie terrestre, mais qui a bien compris qu'il fallait adapter la religion dans une perspective, enfin, pour la sauver tout simplement. Mais lui aussi, il s'est fait embarquer dans toutes ces histoires dans les années 1730, de toutes ces histoires jansénistes, et il lui est arrivé une mésaventure assez comique, puisqu'il y avait un homonyme particulièrement intransigeant qui se cachait donc sous le nom de l'abbé de Saint-Pierre, qui était en fait un capucin extrêmement intransigeant, extrêmement intolérant, extrêmement misogyne aussi, extrêmement le contraire de notre doux et bienveillant abbé de Saint-Pierre. Et donc, jusqu'à une date récente, j'ai essayé d'établir les choses. On lui attribuait ces pamphlets extrêmement intransigeants, ce qui est assez comique. Et lui a dû se défendre. Et puis, je pense aussi que ses écrits, enfin, certains sont directement, bien qu'ils se cachent derrière des métaphores ou d'autres querelles entre les gomaristes et les... Mais c'est bien de la politique du silence de son époque qu'il parle, c'est bien des problèmes de querelles religieuses et théologiques qu'il parle, c'est bien de ça qu'il parle, et lui aussi a été embrigadé là-dedans. Et puis, jusqu'à Montesquieu, qui lui a été carrément embrigadé dans les tractations, parce que Louis XV a été Oui. très actif pour essayer de calmer le jeu et de trouver un accord entre le clergé et les parlements, et été jusqu'à instituer une commission mixte auquel il a donné vraiment tout le temps d'aboutir à un projet de loi. Et Montesquieu, lui, a été demandé comme conseil. Donc on lui a demandé sans doute, on n'a pas la preuve absolue, mais il a dû rédiger un mémoire sur le silence, donc certainement Oui. pour cette commission. Alors ce que j'ai appris aussi dans ce travail, c'est qu'il y a beaucoup la monarchie absolue avec à cette image d'Épinal, que tout vient d'en haut, etc. Mais moi, je me suis aperçue que c'est pas vrai du tout. Louis XV n'a cessé de demander des conseils officieux à toutes sortes de gens, pas forcément très haut placés. Et le fait que Montesquieu ait rédigé ce mémoire pour cette commission mixte est une preuve de plus de ce conseil tout à fait propre à la monarchie française. Et donc il a fait ce texte pour donner son avis, donc en disant qu'il fallait donc se taire. Et puis bon, de toute manière, le pape était loin, etc. Et Montesquieu a beaucoup déçu ses admirateurs au Parlement parce que il s'attendait pas à une telle position, et il y a eu un échange de lettres assez marrant entre les enragés de Bourges qui étaient exilés, comme on les appelait donc à Bourges justement, qui étaient les meneurs de l'opposition parlementaire, et puis leur idole Montesquieu, qui ne reconnaissait plus donc dans sa position. Et donc
donc Montesquieu, eh bien, a aussi une position, mais qui, comme celle de Voltaire, une position de conciliation entre les deux puissances, qui n'aura pas de suite. Hein, parce qu'il n'y aura pas de politique de conciliation après Montesquieu et il n'y aura pas d'anglicanisme à la française après Voltaire. Donc ils n'ont pas fait école en France. Hein, donc c'est Ouais. en France, ben c'est ceux qui poussent l'antagonisme entre la religion et la politique qui vont l'emporter, dont évidemment D'Holbach au premier chef, mais D'Holbach ne fait que systématiser ce qui a été déjà dit aussi. Donc, je me suis aperçue qu'il a énormément puisé, d'ailleurs, pour en tirer les conséquences dans les écrits des parlementaires jansénistes et sans le dire, évidemment, parce que et, et, et donc, lui est aussi imprégné complètement de toutes ces polémiques. Oui, alors toute cette histoire aboutit à la constitution civile du clergé, dont vous parlez à la fin de votre livre, mais cette constitution ne résout rien. Non, c'est-à-dire que la constitution civile, selon moi, c'est il ne faut pas chercher des origines jansénistes, des origines gallicanes, enfin de gallicans particuliers, comme on le trouve d'ailleurs dans une certaine littérature au XIXe siècle. Je pense que simplement c'est la solution la plus complète, la solution gallicane la plus complète pour résoudre la quadrature du cercle de cet idéal gallican qui est la coexistence de deux puissances, chacune dans son domaine, hein, qui fait que, évidemment, comme tout idéal, dans la pratique, forcément, ça penche plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Hein. C'est pour ça qu'il y a plusieurs variétés. Il y a un pluriel gallican, mais animé par un idéal qui est quand même la recherche d'un équilibre, entre deux puissances, chacune dans son domaine. Hein. Alors le problème, c'est de déterminer les domaines, hein, parce que le spirituel et le temporel, dans l'abstraction, c'est très simple, mais dans la pratique, il y a toujours des cas particuliers qui fait que qu'est-ce qui est vraiment spirituel, qu'est-ce qui est vraiment politique, et on le voit encore aujourd'hui, je veux dire, dans toutes sortes de discussions actuelles, on revient complètement à ces problématiques. Hein. Donc, voilà, un idéal gallican qui permet des pluriels, parce que évidemment, quand on veut accorder les deux puissances, eh bien, il y a toutes sortes de manières de le faire, en mettant l'accent plutôt du côté de la religion ou plutôt du côté de la politique, plutôt du côté de l'État ou plutôt du côté de l'Église. Donc c'est pour ça qu'il y a des gallicanismes totalement différents, mais tout le monde est gallican, aussi bien les évêques que les parlements. Et les évêques, ils ont aussi une conception tout à fait gallicane de voir les choses, défendre leur juridiction, défendre leur assemblée du clergé, qui est effectivement aussi quelque chose qui est presque plus moderne que les parlements au niveau des possibilités de la représentation qu'elle implique, et qui est effectivement également détesté pour cette raison par les parlements qui y voient un adversaire politique très très considérable. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Mais je vais laisser mes camarades en poser quelques-unes, s'ils le veulent bien. Laurent, donc, a levé la main. Oui, bonsoir madame. J'ai trouvé votre exposé tout à fait passionnant et il faudra que je lise votre livre. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est de la description que vous faites d'un monde d'ancien régime où des tas d'idées, d'influences diverses s'affrontent, donc pas du tout un monde monolithique comme il a pu être décrit.
Ma question concerne la monarchie absolue. Vous avez dit que les jansénistes, comme les, comment, les jésuites, comme les parlements, étaient tous partisans de la monarchie absolue. Alors de la monarchie, je veux bien, mais qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'ils étaient partisans de la monarchie absolue, au-delà de la nécessité devant laquelle ils devaient se trouver, j'imagine, de se préserver de certaines critiques? C'est-à-dire, en ce qui concerne les jansénistes, c'est leurs écrits. Hein. Si vous prenez les écrits de Lepage, que je connais bien, jamais il ne va formuler une quelconque théorie d'un contrepoids à l'anglaise, disons, à la monarchie. Jamais. Si on lit ses écrits, hein, je dis bien, parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui, aujourd'hui, s'épargnent, disons, la nécessité de lire les ouvrages des auteurs dont ils parlent. Donc, si on lit qui prétendent mieux savoir que ceux qui ont vécu et écrit sur le sujet, ce qui est toujours pour moi un sujet de grande interrogation. Donc si on prend tous les écrits de Lepage, qui est effectivement l'éminence grise de l'opposition parlementaire, il va effectivement construire une opposition au nom de la monarchie absolue, c'est-à-dire qu'il prétend, les jansénistes politiques prétendent mieux savoir que le monarque ce que c'est que les lois fondamentales du royaume en matière gallicane. Alors vous me direz, bon, c'est un respect quelque peu problématique, parce que, mais il n'y a pas, si vous voulez, de théorie politique alternative pour les jansénistes à la monarchie absolue. D'ailleurs, c'est pour ça que l'opposition parlementaire va mourir de sa belle mort, hein, au sortir de la querelle janséniste, au moment Maupoux, des réformes Maupoux. Eh bien, le Parlement va disparaître complètement comme alternative politique, et il va y avoir tout un mouvement contre lui. D'ailleurs, on va voir que bon, c'était quand même des sacrés conservateurs et pas du tout les progressistes que certains ont bien voulu faire. C'est vrai, ça n'aboutit pas, parce qu'ils n'ont pas de théorie alternative à la monarchie absolue. Alors, oui. Pardon. Oui. Mais c'est très curieux parce que justement, l'Angleterre toute proche et qui intéresse tout le monde montre qu'on peut très bien avoir une alternative. C'est-à-dire, ça s'appelle décapitation, république. Alors ça, les adversaires, oui, alors les adversaires des jansénistes le voient très bien et font appel à cette histoire contemporaine et à ce passé puritain, etc. Mais les jansénistes, alors, se défendent dès le départ d'être soit des calvinistes, soit des puritains. Alors, on est dans un jeu d'accusation avec des modèles différents. Et c'est ça qui brouille complètement qui brouille totalement le débat. Donc, c'est assez difficile de s'y retrouver. Donc, il faut faire la part des choses, voir qu'il y a effectivement des reproches politiques qui font appel à des modèles contemporains, mais qui ne sont pas la réalité. Lepage, même s'il est accusé d'être en faveur de l'Angleterre, ne l'est absolument pas. D'ailleurs, il y a un grand problème en France, c'est que la voie anglaise a échoué. En fait, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les défenseurs de l'Angleterre n'auront pas de disciples. Enfin, ça, c'est une hypothèse de travail, mais tout le monde n'est pas d'accord avec moi, hein, bien sûr. Non, non, mais c'est un problème extrêmement intéressant parce que
à la fin du Moyen Âge, l'idée d'une monarchie républicaine échoue aussi, d'une monarchie aristotélicienne, d'un gouvernement mixte. Tout cela est en fait balayé par les légistes du roi qui inventent un modèle étatique pour résumer une discussion, enfin une évolution extrêmement complexe. Et voilà, donc ce type d'alternative, en fait, c'est vrai, ne fonctionne pas. Oui, donc voilà, elle est plausible, elle est dans les esprits. Il y a des modèles à côté de ce qui se passe en France, et ça intervient dans le débat, et ça le complexifie, et ça fait que il faut dissocier les ordres de réalité. Donc effectivement, Lepage a été accusé d'être un partisan de l'Angleterre, mais il ne l'est pas. D'ailleurs, j'ai trouvé des textes à la fin où il le dit clairement, vraiment clairement, parce que il doit répondre sur ce sujet. Et je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions de Monsieur Laurent, parce qu'il y avait encore... Il y a le micro. Micro. Faut rallumer le micro. Faut que vous rallumiez votre micro. Oui, je ne vous en ai posé qu'une question, madame. Ma question, c'était en fait qu'il n'y ait pas d'opposition à la monarchie. J'ai découvert récemment, je ne connaissais pas, les travaux d'Isabelle Brancourt sur les parlements, qui montrent bien que, contrairement à une idée reçue, les parlements étaient tout à fait favorables à la monarchie. Ma question, c'était plutôt sur la forme absolutiste de la monarchie. Donc, vous avez répondu cette question. Oui, bon, la forme absolutiste, il faudrait évidemment la définir, mais non, ils ne sont pas. Ils utilisent la forme absolutiste pour la mettre en contradiction avec elle-même. Selon eux, le roi n'est plus le défenseur des lois fondamentales de l'État, il n'est plus le défenseur de son propre principe de droit divin. Donc, eux vont se mettre en travers et défendre en fait l'idéal absolutiste. Donc mais alors c'est d'autant plus, disons, pernicieux que c'est une manière de s'opposer, évidemment. Mais au nom de l'idéal absolutiste, c'est quand même le comble, effectivement. Il est vrai que. Alors, je vais en poser une autre. Oui, vas-y, Laurent. Je vais en poser une autre. Je vous ai peut-être mal entendu, mais j'ai cru entendre que vous avez dit qu'après 1730 ou en 1730, la constitution romaine devenait la constitution de l'État. Donc, oui. Si j'ai mal compris, vous me le dites. Et si je vous ai bien entendu, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu de quoi il s'agit, s'il vous plaît ? Ça, c'est un événement considérable parce que c'est la première fois en France qu'une bulle romaine, une bulle ou constitution, c'est pareil, une constitution romaine devient une loi de l'État. Même le Concile de Trente n'a jamais été considéré comme une loi de l'État. Hein, jamais. Donc, on a une nouveauté puisque on a en quelque sorte une constitution mixte qui est à la fois religieuse et à la fois française, à la fois romaine et à la fois française. Et c'est vraiment, ça n'est jamais arrivé avant. Et c'est vraiment le coup d'envoi de tous ces débats qui vont avoir lieu autour de cette constitution mixte, puisque il va falloir délimiter la prérogative les prérogatives de son application. Donc, les évêques vont être, pour certains, très zélés en disant c'est une règle de foi, et d'ailleurs le roi l'a dit, donc ils vont être extrêmement fermes dans leur diocèse. Pas tous d'ailleurs.
Et puis les parlementaires qui vont dire mais non, pas du tout, c'est pas une règle de foi, et qui vont s'opposer donc en disant que le roi a pas bien compris, etc. Donc ça génère des conflits internes à la France. Et on peut dire aussi que cette constitution religieuse et politique ouvre la voie à la dernière constitution civile, qui est la constitution civile, qui est aussi une constitution mixte, puisqu'on essaye de trouver vraiment la quadrature du cercle pour que y ait le moins de friction entre l'Église et l'État, puisque on aligne les diocèses sur les départements, on salarie le clergé, on essaye de faire qu'il y ait le moins de différence entre l'Église et l'État par cette constitution civile, qu'elle soit vraiment mixte et civile. Donc on voit qu'il y a une espèce de champ qui s'ouvre à partir de la constitution Unigenitus, qui devient une loi de l'Église et l'État, jusqu'à la constitution civile. Et dans les deux cas, ça sera la catastrophe, parce que la constitution civile a ouvert tous ces débats, la constitution Unigenitus a ouvert tous ces débats qui couvrent tout le XVIIIe siècle, et la constitution civile du clergé, elle va engendrer pour moi, elle va engendrer la terreur des christianisatrices. Elle est à l'origine de ce qui va arriver. Donc, c'est contenu dans tout ce qui va suivre. Enfin, ça, c'est l'objet de mon prochain livre, qui va commencer par la Constitution civile et tous les débats qui vont s'ouvrir autour d'elle. Alors, si je peux me permettre très brièvement, pour un petit peu poursuivre ma question, vous avez dit par ailleurs que Louis XIV intégrait l'Église dans l'État. Là, je vous ai bien entendu, vous l'avez dit. Tout ce que vous avez développé ce soir et ce que vous venez de développer à l'instant conduit quand même, me semble-t-il, à s'interroger sur la possibilité de considérer qu'il y ait eu une émergence de la laïcité sous l'Ancien Régime, et notamment sous l'Ancien Régime, tout simplement. Qu'en pensez-vous? Alors là, justement, il faut faire très attention. C'est ce que je vous disais. Pour nous, c'est extrêmement difficile de se mettre à la place de gens qui vivent dans une économie de non-séparation. Et le danger pour les historiens, c'est l'anachronisme ou la recherche téléologique, enfin d'une montée de la laïcité. Pour qu'il y ait laïcité, il faut qu'il y ait séparation, enfin il faut que la séparation devienne possible. Et à mon sens, la séparation n'est pas possible avant la Révolution. Et encore à la Révolution, la première séparation de 1794, elle est loin d'être évidente. Donc, bien sûr, on est quand même dans cette histoire très compliquée de la laïcité en France qui vient de très loin. Alors, généralement, les historiens commencent à la Révolution. Donc, je suis d'accord avec vous, il faut commencer avant. Mais tout en étant bien d'accord que on n'est pas encore, disons que la laïcité ne se pose pas encore en tant que telle, mais on est quand même dans une histoire qui va aboutir à la forme si particulière de la laïcité en France. Parce que ce qui se passe sous la Révolution et après, c'est qu'il y a eu un avant aussi. Donc c'est ce que j'ai essayé de mettre en lumière, de révéler. Donc mais tout en me disant que j'allais pas faire l'histoire, la généalogie de la laïcité. C'est simplement que
En France, oui, il y a une forme très particulière qui s'appelle la laïcité, qui prend naissance certainement à la Révolution, mais il y a eu quelque chose avant, mais qu'on ne peut pas du tout appeler laïcité parce qu'on est dans un régime de non-séparation. Néanmoins, ce qui se passe en France, qui est très particulier, et qui va donner après, par la suite, la terreur des christianisatrices et puis toute l'histoire du 19e siècle, c'est cet antagonisme si particulier entre l'Église et l'État qu'on voit à l'œuvre dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle avec les jésuites au centre de l'expulsion, hein, et puis finalement c'est la religion elle-même qui va être atteinte. Donc il y a quelque chose de très particulier dans cette impossibilité de concilier les deux puissances en France. On voit qu'il y a eu des tentatives, il y a des auteurs, il y a des gens... bon, échec de la conciliation, mais aussi échec de la subordination. Hein. Donc, on n'aboutit jamais à un anglicanisme à la française non plus. Hein. Donc, il y a... La France, oui, c'est très bizarre. Et là, cette particularité qu'il y a quelque chose d'agonistique, il y a un conflit extrêmement fort qui finit par dégénérer dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en une peur incroyable de la puissance spirituelle et qui va trouver à ressurgir comme imaginaire pendant la Révolution et provoquer la terreur des christianisatrices. Enfin, ça, c'est mon prochain livre. Hein. Donc, mais si Bernard Bourdin était parmi nous, d'abord, il ne parlerait pas d'absolutisme, Laurent, mais d'absoluité. oui, oh, oui, oh, il fait une distinction entre absolutisme et absoluité royale. Bon, ça c'est un point. Mais le second point, c'est que il montre que toutes les grandes décisions dans l'ordre du politico-religieux, ce sont des actes de souveraineté. Le Concordat de Bologne de 1516, c'est un acte de souveraineté du roi de France qui est le vainqueur de Marignan l'année d'avant. Louis XIV tente des actes de souveraineté en s'en mêlant complètement dans tout ce qui a été évoqué ce soir. Il se prend au piège de tout cela, mais il essaye de faire acte de souveraineté par rapport à des corps étrangers. Et Napoléon, c'est la même chose. Le concordat napoléonien, évidemment, c'est le fait d'un pouvoir qui est en plénitude de souveraineté. Et la loi de 1905 également, c'est la loi d'un régime qui a vaincu ses adversaires, et notamment les royalistes, et qui s'est installé et qui, en 1905, est en mesure politiquement d'imposer sa volonté dans le domaine des affaires religieuses. Tout à fait. Je pense que vous avez voilà ce que Bernard dirait, ce qu'il a dit dans une interview qu'il m'avait donnée il y a quelques années. Oui, je suis absolument d'accord. Excusez-moi, je vais juste répondre. Je pense qu'il n'y a pas de tradition conciliaire, contrairement à ce que certains historiens américains disent, mais il y a une tradition audataire en France qui est très puissante et je suis absolument d'accord avec vous. Mais bon, ça sortait de mon sujet proprement gallican, disons, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais il y aurait un beau livre à faire sur la tradition conciliaire en France. Je pense effectivement qu'elle est extrêmement importante. D'ailleurs, la bulle Unigenitus en est une preuve de plus. Hein. C'est une tentative de s'accorder avec le pape directement et de court-circuiter tous les corps intermédiaires. Je suis absolument d'accord. C'est déjà un acte de concordat, ça. Ça s'inscrit parfaitement bien dans Bernard, en présentant un colloque sur le concile de Bologne,
disait que la tradition conciliariste, elle a été liquidée Tout à fait. en France, à la fois par le roi de France et par le pape, qui avait repris du pouvoir à l'époque et qui ne voulait pas, enfin qui craignait ce germe démocratique au sens moderne du terme. Donc tous les deux, ils ont préféré affirmer leur pouvoir et leur autorité, et en liquidant la tradition conciliariste qui les menaçait ou qui pouvait les menacer l'un et l'autre. Voilà. Tout à fait. Vous retrouverez cette interview de Bernard sur mon blog. Mais donc il y a similitude, il y a une communauté d'intérêts entre le roi et le France et le pape quant au moins à l'affirmation de leur souveraineté. Après, bien sûr, ils continuent à lutter l'un contre l'autre parce que le pape déborde au temporel, que le roi de France ne veut pas. Ça, c'est une histoire extrêmement bien connue et ça se passe mal. Mais ce sont toujours des conflits de souveraineté et qui expliquent en fait le fait qu'on a, avec cette république qui s'est instituée après 1870, grâce aux monarchistes d'ailleurs, on a résolu le problème qui se posait depuis des siècles de cette façon-là. Non sans difficulté, mais il a quand même été résolu. La loi de 1905 est une solution qui n'intervient pas tout de suite, mais qui finalement arrive à satisfaire les deux camps, au moins après la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, l'Église y trouve son avantage puisqu'elle est plus embêtée par le pouvoir politique et elle se déporte du côté de Rome. Et là aussi, Bernard montre bien que la loi de 1905, elle enterre définitivement le gallicanisme, qui était encore inclus dans le concordat de Napoléon, puisque les 4 articles étaient obligatoirement appris dans les séminaires, etc., etc. Et la loi de 1905 clôt cette immense querelle qu'on a évoquée ce soir en liquidant le gallicanisme et en inventant cette séparation. D'ailleurs, de façon subtile, parce que c'est pas chacun chez soi. Il y a un exercice public du culte, etc., etc. Émile Zoula l'a bien montré dans ses livres, et il l'a montré aussi au Mercredi de la Nare, il y a bien des années. Donc voilà, il y a une préhistoire de la laïcité, qui est celle que nous avons évoquée, qui est horriblement conflictuelle et horriblement compliquée. Et puis il y a ce résultat en fait qu'on obtient parce que l'État à ce moment-là a les moyens d'imposer sa politique. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens étaient d'accord entre eux d'ailleurs en 1905, enfin tout le parti républicaniste. Ça va mettre encore du temps de pénétrer dans les esprits. Hein. C'est très lent. Les idées avancent très lentement. Mais oui. Je précise que ma question n'était pas une manière vicieuse d'exprimer un point de vue divergent. C'était au contraire de vous entendre apporter les précisions que vous avez apportées. Et mais je ne l'ai pas pris comme tel. Hein. Je ne l'ai pas pris comme tel, rassurez-vous. Je vous remercie. Qui veut intervenir? Francis a levé la main, Bertrand. Oui, Francis. Et Francis, oui, ça fait peut-être 10 minutes que j'ai levé la main, c'est pas très grave. Pardon, Francis. À vrai dire, Laurent m'a déjà ouvert un peu la voie à la question. C'était à propos justement de la fin de votre bouquin et le début du prochain, par rapport à la fin de la période et à la Révolution. On a déjà parlé un petit peu de la constitution civile du clergé, qui ouvre totalement un autre rapport de l'État avec l'Église. Ce que je voulais savoir en vous demandant, c'était quel a été l'impact en fait de l'élection du clergé. Comment ça a été introduit en fait? Ah oui, là j'ai pas encore écrit
J'ai pas encore écrit le prochain livre. Là, vous me prenez un peu de cours, hein. Je suis encore au début de ma recherche. Donc, bon, l'élection du clergé, c'est des problèmes pratiques très compliqués que là, je ne peux pas vous répondre. C'est trop compliqué en ce moment. Je suis pas encore complètement dans le sujet, hein. Donc, c'est après la Constitution civile, hein. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, mon hypothèse de départ, c'est qu'il n'y a pas de plan concerté, hein. Même pas pour la Constitution civile. On voit bien qu'il y a déjà deux textes différents, celui de Durand-Maillan qui s'en tient à des réformes de la juridiction de l'Église, mais qui laisse la juridiction et l'administration à l'Église, et puis le rapport de Martineau, qui est complètement différent et qui est une véritable subordination de l'Église à l'État. Mais comment dire, ce qui est assez fascinant dans la Révolution, c'est qu'on trouve un peu les mêmes problèmes que j'ai abordés pour le siècle précédent, mais cette fois, contrairement au siècle précédent où tout est bloqué, rien n'avance, on n'aboutit à rien, quoi. Eh bien, la Révolution, tous les débats sont suivis de décrets. Ce qui change quand même assez le cours de l'histoire, parce qu'on est dans une vitesse tout à fait nouvelle pour moi. Et ce qui est encore plus surprenant pour moi, c'est que il semblerait pas qu'il y ait eu de véritables réflexions sur les conséquences de ces décrets, parce que c'est bien gentil de supprimer les dîmes et de ne pas s'occuper du clergé qui n'a plus rien pour vivre, vous voyez, par exemple, des choses comme ça. Donc, on assiste à une espèce de course comme ça. Alors, je pense qu'il en est de même pour les élections. Je ne sais pas trop comment ça va se passer dans le détail, mais les décrets sont lancés et puis après, ça a des conséquences qu'on n'avait pas forcément prévues, si vous voulez. Donc, il faut remédier, etc. Donc, c'est un peu la course. Maintenant, moi, les questions des élections, je les ai pas encore étudiées, donc je suis dans la capacité de vous répondre, malheureusement. Mais moi, ce que je vais faire, c'est pas tellement une histoire d'un point précis, mais c'est plutôt moi, c'est cet enchaînement qui me fascine. Il y a pas de projet préconçu, mais il y a une espèce d'emballement, d'enchaînement que j'aimerais comprendre. Ouais, c'est plutôt dans cette perspective que je vais travailler. Mais bon, je m'aperçois que tout reste à faire, hein, sur ce sujet. Ça, c'est sûr qu'il y a énormément de choses parce que moi, je suis partie, j'ai récupéré les cours de Mathieu, vous allez rigoler, mais Mathieu, avant la guerre, Mathieu, c'est un excellent historien. Alors, la guerre lui a tapé sur la tête et c'est devenu un autre homme. Mais vraiment, pour moi, c'est un gros sujet d'interrogation, hein. On voit comme quoi la guerre, ça provoque des choses, hein. Mais les premiers écrits de Mathieu sur ces questions des relations entre l'Église et l'État sont excellents. Tout ce qui est avant la guerre, c'est absolument admirable. Il a un insight, il a une perception, une profondeur des problèmes qui est absolument admirable. Et on se demande comment il fait pour devenir l'historien, disons, dogmatique que l'on connaît après la guerre. C'est un changement anthropologique radical. On dirait que c'est pas le même homme. C'est pas le même homme. Il a peut-être perdu ses étudiants. Totalement. Oui, bah non, il a eu beaucoup d'étudiants après, hein, je veux dire, il a eu beaucoup de, il a eu tout, vous savez, il a eu une phase où le marxisme était c'est la règle à l'université, hein, je veux dire, vous l'avez pas connu, mais c'était ça, quoi. Enfin, ben, ça revient un peu sous autre forme, mais je veux dire, ça c'est un autre problème, dirons-nous. Oui, concernant la Révolution, vous parlez d'emballement.
moi je ne suis pas un spécialiste de la Révolution, mais je me suis un petit peu intéressé à la, pardon, à la façon dont la Révolution a appris petit à petit à se déterminer par rapport à la question du pouvoir exécutif, hein, qui n'était pas du tout clair au départ. Et est-ce que ça n'est pas un petit peu la même chose sur le sujet qui vous préoccupe? Est-ce que la Révolution n'a pas construit sa pensée tout en se faisant, j'allais dire? Oui, la Révolution a construit sa pensée tout en se faisant, et elle a fait immédiatement d'ailleurs son histoire. Il y aurait un magnifique sujet de thèse qui est en fait l'histoire de la Révolution qui se fait et qui agit sur la Révolution. Très tôt, les révolutionnaires ont fait leur histoire. En effet, il faut donner du sens. La Constitution civile est aussi une manière de donner du sens à des réformes qui ont été faites comme ça, sans penser à leurs conséquences. Exactement. D'ailleurs, un des acteurs de ce fameux comité ecclésiastique qui a fait la Constitution civile est un gallican très intéressant qui s'appelle Durand Mayan, qui est un des derniers commentateurs des fameuses libertés gallicanes de Pitou dont je n'ai pas parlé, mais qui sont le seul, disons, le seul texte théorique qui codifie les libertés de l'Église gallicane. C'est 82 maximes, 27 feuillets, c'est rien du tout. Donc déjà, on voit que c'est la forme courte qui est privilégiée pour codifier des libertés qui ne doivent pas être trop précisées, parce que dès qu'on commence dans des détails pratiques, eh bien, on fait du commentaire. Et c'est ce qui est arrivé à ces 82 maximes. Elles vont être commentées tout au long de l'histoire. Et de 27 feuillets, on va passer avec Durand Mayan à 6 volumes in folio, vous voyez, donc de commentaires de ces libertés de la gallicane. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, avec Durand Mayan, on a quelqu'un qui est au comité ecclésiastique, quelqu'un qui est gallican, et quelqu'un qui va faire l'histoire apologétique de ce comité ecclésiastique, comité ecclésiastique, et qui est une histoire tout à fait passionnante, donc il ne faut pas forcément prendre au premier degré puisqu'il est impliqué, puis il y a le terme apologétique aussi, qui nous dit qu'il faut un peu nous méfier, mais qui est une source extrêmement intéressante. Donc lui aussi éprouve le besoin de faire l'histoire de ce qu'il a vécu, presque dans l'immédiat. Donc évidemment, c'est une histoire qui est très polémique, hein, bien sûr, c'est une forme de défense. Mais non, vous avez parfaitement raison. La révolution se construit progressivement et donne du sens après des embardées dont on n'a pas forcément prévu les effets, quoi, tous les effets. Bon, il y avait quelqu'un qui s'était lancé sur cette histoire historiographique, mais qui n'est pas allé au bout. C'est très dommage parce que ça serait un très très beau sujet. Mm-hmm. Très bien, chers amis. D'autres questions? Quelqu'un qui parle de la laïcité dans les journaux, sans forcément très bien savoir ce que c'est. Mais je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus.